Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info à l'occasion de votre journal. Voici les titres de ce samedi 3 décembre. La dernière étape du Tour de France 2024 partira de Monaco. Le prince Albert II l'a annoncé aujourd'hui en conférence de presse. Christian Prudhomme, le directeur du Tour, nous dévoilera également dans ce journal les contours du départ de ce contre-la-montre en principauté. En ce premier week-end de décembre, le Téléthon se tient à Monaco. Un village a été installé au Grimaldi Forum pour récolter des fonds. Nos équipes se sont rendues sur place. Et puis on répondra dans ce journal à cette question. Covid-19, comment sommes-nous arrivés là? C'est le virologue auprès de l'OMS, Jean-François Saluzzo, qui nous livrera son analyse. Le gala caritatif de la Fondation Elinas Vitolina a répondu à toutes ses promesses. De nombreuses stars étaient présentes hier soir au Yacht Club de Monaco pour la bonne cause. En 2024, pour la toute première fois de son histoire depuis 1905, le Tour de France se terminera ailleurs qu'à Paris, et ce, en raison de la proximité avec les Jeux Olympiques. Nice et son agglomération accueilleront le grand final. La principauté est associée à ce tour. De quelle manière? Eh bien, la réponse aux côtés du prince Albert II qui était au Yacht Club de Monaco. C'est la 10e fois que la principauté accueille le Tour de France, soit pour une étape, soit pour un grand départ en 2009. Et puis là, c'est, je ne dirais pas que la boucle est bouclée, ça serait trop facile de dire ça, mais pour un départ d'une dernière étape et d'un très beau contre-la-montre entre Monaco et Nice. Et nous en sommes ravis. Le fait que ça soit de Monaco, pour nous, c'est évidemment un grand honneur et puis une grande joie. Et je crois vraiment que ça sera un très très beau contre-la-montre avec, voilà, je ne sais pas ce que sera le parcours. Ça, c'est du domaine de Christian Prudhomme et de ses équipes, mais quoi qu'il en soit, ce sera, voilà, c'est un nouveau, si besoin était, un nouveau très beau trait d'union entre la principauté et sa région voisine, et bien sûr la France. Et justement, on vient de l'apercevoir derrière le prince Albert II. Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France, est notre invité sur Monaco Info. Il était présent à cette présentation au Yacht Club pour dévoiler au grand public cette belle nouvelle. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, l'arrivée du Tour de France 2024 se déroulera donc sur les bords de la Côte d'Azur. Une première historique, loin de la capitale. Alors, pour recontextualiser, pourquoi cette décision a-t-elle été prise ? Alors on se doutait bien qu'en 2024, avec les Jeux Olympiques à Paris, il serait très compliqué d'arriver dans la capitale. Mais on ne remplace pas Paris comme ça. Il nous fallait un lieu ou des lieux emblématiques, des lieux de prestige, des lieux connus dans le monde entier, des lieux qui rayonnent, et avec en plus un élément sportif qui doit être important. Donc le dernier contre-la-montre du Tour de France, de Monaco à Nice, sur une trentaine de kilomètres, avec des villes connues dans le monde entier, avec des territoires, une principauté connue dans le monde entier, et avec un aspect sportif qui sera capital. La dernière fois qu'il y a eu le dernier jour du Tour, un contre-la-montre, il a été décisif. C'était il y a 35 ans, enfin 35 ans. Ça fera 35 ans en 2024, entre Greg LeMond, l'américain, et Laurent Fignon, le français, avec un retournement de situation au dernier moment, 8 secondes seulement entre les deux premiers, le plus faible écart de l'histoire du Tour de France. Donc oui, bien sûr, on rêve à un final haletant en 2024 entre Monaco et Nice, mais en tout cas, tout sera fait pour ça. Et c'est redonner une force exceptionnel au sport, en gardant en même temps le prestige avec un cadre, la lumière, la luminosité de la Côte d'Azur et le prestige de Monaco, bien sûr. Alors, une question se pose sans dévoiler évidemment le tracé précis de cette dernière étape, mais Monaco est composé de côtes. Alors, est-ce que le contre-la-montre sera plutôt plat ou faudra-t-il que les cyclistes montrent toute leur endurance en faisant de belles montées ? Écoutez, je pense que tout le monde serait déçu si c'était tout plat, donc ça ne sera pas tout plat. Maintenant, ça va être déterminé avec notamment Thierry Gouvenou, notre directeur des compétitions, ancien coureur du Tour de France, avec les conseils qui seront donnés à Monaco, à Nice. Mais il y a évidemment la volonté que tout puisse se jouer au dernier moment. Donc il faudra un contre-la-montre suffisamment long. Quand on annonce Monaco, on connaît la distance au moins. On sait qu'il y aura peu ou prou une trentaine de kilomètres. Donc oui, je peux simplement vous dire que ça ne sera pas tout plat et qu'on rêve d'un vrai feu d'artifice pour conclure ce Tour 2024. Pour se rafraîchir un peu la mémoire, en 2009, la Principauté avait déjà accueilli le Tour de France, mais c'était cette fois-ci pour le départ. Voilà, là, ça sera pour une arrivée, pour un contre-la-montre finale. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'être en Principauté ? Ça veut déjà dire que Monaco, en 15 ans, 2009 et 2024, est l'alpha et l'oméga du Tour de France, avec un contre-la-montre initial de 15 km 500 à l'époque, gagné par le Suisse Cancellara, et celui qui va venir, qui sera
peu ou prou 2 fois plus long. Et puis c'est aussi pouvoir rappeler ce que les Grimaldi ont apporté au Tour de France, parce que si nous sommes là aujourd'hui au Yacht Club, c'est parce qu'en 1946, la famille Grimaldi a permis à une épreuve qui s'appelait Monaco-Paris d'être organisée, qui a été le prélude du retour du Tour de France après la Seconde Guerre mondiale. Donc les liens sont très forts. Il y avait eu une édition du Tour de France, une étape qui s'est terminée en principauté en 1939. Après, il y a eu d'autres étapes dans les années 50. Mais ce rendez-vous-là de 46, il est déterminant. Je crois que quand on veut se projeter dans l'avenir, il ne faut pas oublier ce qui s'est passé autrefois. Et il y a une immense gratitude du Tour de France, non seulement pour l'étape de 2024 ou pour le grand départ de 2029, mais pour tout ce qui a pu être fait pour le Tour il y a bien longtemps. C'est donc Nice qui a été retenu pour accueillir la dernière étape du Tour de France. Quelles sont peut-être les qualités de cette ville qui ont fait que vous l'avez finalement choisie, puisque je crois qu'il y avait de nombreux autres candidats? Il y a une sorte d'évidence pour Nice aussi, c'est-à-dire qu'on est tous les ans à Nice pour Paris-Nice que nous organisons. C'est la première grande course par étape de l'année, au mois de mars, la deuxième semaine de mars. Elle existe depuis 1933. On a fait le grand départ de 2020 dans des conditions que l'on sait avec la pandémie. C'est-à-dire qu'il fallait résister. Il fallait que le maire de Nice, en l'occurrence Christian Estrosi, nous dise oui. Il a accepté que l'on déplace le Tour de France de 2 mois. Autrement, il n'y aurait pas eu de Tour de France. Et derrière, tous les autres élus sont restés. Et puis, il y a ce lien entre Monaco et Nice. Christian Estrosi était au grand départ de 2009 à Monaco. Le prince Albert de Monaco était en 2013 pour le contre-la-montre de Nice et en 2020 derrière le masque comme tout le monde. Donc il y a ce lien-là entre la principauté et la France. Et puis il y a de part et d'autre 2 amoureux du sport. Quand on a un souverain qui a fait 5 fois les Jeux Olympiques d'hiver, quand on a de l'autre côté un maire de Nice qui a été l'un des meilleurs motards français, qui a d'ailleurs gagné à Nogaro, qui sera sur le parcours du prochain Tour en 2023, il y a après une sorte d'évidence. Dernière question, cette dernière étape loin de Paris qui se déroulera donc entre Monaco et Nice, c'est une première. Est-ce que ça pourrait en appeler d'autres? Je ne sais pas. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en 2025, on sera à Paris pour les 50 ans de la première arrivée du Tour de France sur les Champs-Élysées, 1975-2025. Mais avant ça, on aura un rendez-vous, et nous avons un rendez-vous formidable autour de Nice et de Monaco, avec un week-end complet dans la métropole niçoise et ce départ du dernier contre-la-montre à Monaco. Et c'est une très profonde gratitude que nous ressentons pour la principauté et pour la ville de Nice. Merci beaucoup à vous, Christian Prudhomme. Je vous en prie. Et pour clore ce chapitre dédié au Tour de France 2024, je vous propose d'écouter les réactions de plusieurs professionnels du cyclisme qui étaient présents ce matin au Yacht Club. Ils sont au micro de Sandrine Nègre. It's beautiful. I mean, I'm called Monaco home already from 9 years now. And knowing in a couple of years we're going to have the start of the last stage of the Tour de France, it's a great announcement. And make me feel I want this tomorrow. Mr. Prudhomme was joking with me because I asked to him, please, we do the Basque Corniche, so I can ride next to the sea, not too hard, and he said no. Je pense que ça va être une finale formidable. Quelles seront les qualités nécessaires pour les cyclistes qui voudront rejoindre Nice ce jour-là? Le Tour de France n'est jamais fini avant les dernières étapes, et je pense avec une contre-la-montre ici, si on monte un peu dans la montagne, je pense le Tour ça peut être décidé les dernières étapes ici, et je pense ça pour le public, pour tout le monde, quand on a cette suspense, je pense que c'est bien aussi pour le vélo, et pour une finale ici sur la Côte d'Azur, ça va être formidable, je vois. On continue à vous parler de sport. En rugby à 7, fin de l'aventure pour les Impis au tournoi Open Emirates Dubai Sevens. L'équipe monégasque soutenue par la Fondation Princesse Charlène n'a malheureusement pas réussi à trouver la faille face aux Sud-Africains des Wild Dogs. Ils s'inclinent 19-26. Nous y reviendrons plus longuement dans notre édition de lundi grâce à nos envoyés spéciaux sur place à Dubaï, Émilie Rousseau et Sylvain Pérumal. Le prince héréditaire Jacques, la princesse Gabriella et Raphaël El-Maleh ont donné le coup d'envoi des illuminations de la place du Casino sous le regard de la princesse Charlène et de sa nièce Charlotte Casiraghi-Rassam. En avant-première, ils ont aussi découvert le sentier de roller de la place du Casino et les gourmandises de saison préparées par le Chalet Café de Paris. La saison des fêtes est donc lancée. Elle est à vivre évidemment comme un enfant jusqu'au 8 janvier 2023.
Nous en parlions avec notre invité Pascal Braun dans votre édition de vendredi. Ce premier week-end du mois de décembre est marqué par l'organisation du Téléthon. Sandrine Nègre et Hugo Comassa se sont rendus au Grimaldi Forum, là où le village Téléthon de la Principauté est installé. Jusqu'à dimanche soir, l'association Monaco Maladies Génétiques et tous ses partenaires vous proposent un beau programme. Pour cette 36e édition, le Village Téléthon organise de très nombreuses activités et animations. Vente d'objets, braderie, des ateliers créatifs pour Noël, peinture et art 3D, stand autour de la nature et sensibilisation bien sûr aux maladies rares. Marquer le pas en créant une chanson. Cette chanson qui s'adresse à la fois aux chercheurs, aux bénévoles et donne l'image d'un enfant qui ne pouvait pas marcher, d'un enfant qui ne pouvait pas voir et qui a retrouvé la vue ou qui a retrouvé ses pas grâce à la thérapie génique. Et nous l'avons dédié bien sûr à Philippe Ferrérol, notre vice-président, qui comme vous le savez est décédé le 4 septembre dernier. Une cause à laquelle le prince Albert II apporte son soutien puisque la manifestation est organisée sous son haut patronage. Et le Village Téléthon propose aussi des événements en dehors du Grimaldi Forum. N'hésitez pas à y participer tout au long de la journée de dimanche. C'est une marche qui va partir de la place du Palais à 10h, si la météo le permet. On prie bon Dieu qu'il en ait un petit rayon de soleil et qui va arriver jusqu'au Grimaldi Forum avec des étapes intermédiaires où M. Ferrier expliquera les monuments, expliquera des choses historiques sur la Principauté de Monaco. Vous venez de l'entendre, rendez-vous dimanche matin, place du Palais dès 10h pour participer à cette marche avec Monaco Rando. À 14h ensuite, Grand Loto, Grimaldi Forum, puis Zumba Party à 15h. Et enfin, belle initiative à ne pas manquer, accrocher un message sur la grande guirlande de l'espoir pour les enfants malades. Certains annoncent malheureusement le retour de la Covid-19 à l'approche des fêtes de Noël. Alors que la précaution est toujours au rendez-vous lors des rassemblements familiaux, Fabien Bonilla a reçu Jean-François Saluzzo. Cet expert en virologie auprès de l'OMS livre son analyse de la pandémie et donne des éléments de réponse pour expliquer ce qu'il nous est arrivé. Jean-François Saluzzo, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes un véritable spécialiste des virus. Vous avez donné une conférence dont le thème était Covid-19. Comment en est-on arrivé là? Alors je vous pose la question, comment en est-on arrivé là à un monde quasiment paralysé par la crise sanitaire? Il y a plusieurs paramètres dans lesquels j'ai discuté. C'est d'une part la recherche scientifique dans les années 70 s'est totalement orientée vers ce qu'on appelait la biologie moléculaire. On a abandonné la recherche des maladies infectieuses. On s'est intéressé surtout à l'information génétique, etc. L'intérêt pour la recherche biomédicale a disparu jusqu'à l'arrivée du sida. Au niveau du sida, ça a été un gros problème puisqu'on a découvert un virus nouveau pour lequel on était totalement démunis. Malgré l'effort qu'on a fait après, c'est-à-dire en développant ce qu'on appelait le concept de maladie émergente, c'est-à-dire d'essayer d'éviter que le sida se reproduise, c'est-à-dire qu'un virus émerge du fin fond, soit d'Asie, soit d'Afrique. Malgré les efforts qui ont été faits, le virus du Covid a quand même réussi à venir chez nous, car il n'a pas pu être détecté suffisamment tôt et la lutte n'a pas été suffisamment organisée sur le point de départ. Et comment analysez-vous justement la réaction des scientifiques, des spécialistes face à cette crise sanitaire? Ils n'étaient, comme vous l'avez dit, pas prêts par manque de budget? Non, il y avait deux positions. Il y avait ceux comme l'Europe, etc., qui considéraient que la prévention coûtait cher et qu'il était difficile de mettre en face des programmes de recherche car on ne savait pas à quoi ressemblait l'ennemi. Et la stratégie, c'était de dire, lorsque l'ennemi arrive, on le combattra. C'est ce qui a été fait en Europe. Par contre, en Chine, qui avait connu un ennemi redoutable, c'est-à-dire le SARS, le premier SARS en 2003, ils s'étaient préparés. Ils s'étaient préparés sur le plan de vue biologique, puisqu'ils ont réussi à faire l'identification du virus très rapidement, et ils avaient un plan de lutte qui était le fameux confinement. Alors, c'est peut-être un peu facile de répondre maintenant que c'est passé, mais que fallait-il faire selon vous ?
Dans la situation où on était, la situation la plus efficace pour lutter contre une pandémie aurait été de protéger assez rapidement, grâce au vaccin, les personnes âgées, les personnes fragiles, et peut-être laisser circuler le virus, comme on le fait maintenant. Mais malheureusement, comme vous le savez, il est très difficile de protéger certaines personnes à risque qui, pour des raisons diverses, ce qu'on appelle anti-vax, ne veulent pas se protéger. Donc on s'est retrouvé dans une situation quelque peu aberrante, en ce sens que pour protéger les personnes fragiles qui ne voulaient pas se vacciner, il a fallu massivement vacciner les autres populations. Et quel est le rôle des groupes pharmaceutiques quand le virus s'est fait connaître? Ils ont bien réagi, ils ont réagi trop tard, très rapidement. Quel est votre point de vue là-dessus? Généralement, les grands groupes pharmaceutiques ne réagissent pas face à cette pandémie. Ce sont les sociétés de biotechnologie qui réagissent. Il s'agit que parmi celles-ci, Moderna et BioNTech ont réagi rapidement. BioNTech est aidé en cela par Pfizer. Mais encore une fois, il n'y a rien de surprenant que les grands groupes pharmaceutiques n'ont pas réagi, car ils n'avaient aucune idée de la taille du marché, de la taille de besoins qu'il fallait, et donc ils ne se lancent pas dans des développements de vaccins. Les vaccins sont développés contre des maladies mises en place, existantes depuis très longtemps, et pour lesquelles on connaît les besoins de vaccins. A-t-on, selon vous, retenu la leçon? Est-on prêt à affronter de nouveaux virus depuis que la Covid-19 est passée? J'émets des réserves, on le voit très bien déjà sur des bases, par exemple, comme l'utilisation des préventions classiques, comme le port du masque, distanciation, etc. On a pratiquement tout oublié. Non, je pense que l'important, c'est qu'il faudrait que non seulement on prenne conscience que des maladies nouvelles vont réémerger, que celui-ci c'était un virus à transmission aérosol, mais il peut y avoir d'autres mécanismes de transmission, et il faut se préparer. Et pour se préparer, le point essentiel, c'est de détecter l'épidémie, la future pandémie au point de départ. Il faudrait à tout prix que l'on fasse un effort pour mettre en place des surveillances au niveau des pays les plus, disons, démunis ou qui n'ont pas ce genre d'infrastructure. Sinon, on recommencera sans arrêt la réémergence de virus. Car une fois qu'un virus s'amplifie, avec les transports aériens, il diffusera ailleurs. Je le rappelle, vous avez donné une conférence au lycée technique et hôtelier à la demande de l'Alliance française. Jean-François Saluseau, merci. Oui, au revoir, merci. Ce 1er décembre se tenait le tout premier sommet de Forbes Monaco en Principauté. Une soirée entièrement placée sous le thème du pouvoir des femmes dans la société et plus particulièrement dans le monde du business. Dédié à débloquer de nouvelles réflexions, l'événement a accueilli des personnalités internationales. Parmi elles, Cherie Blair et Christina Ram, deux femmes de pouvoir qui utilisent leur voix pour tendre vers un avenir plus juste et plus équitable. On les écoute. Across the world, women are not getting their rights. We see it whether we see it in Iran, we see it in what's happening to the Ukrainian women when they're raped. We see it in every country where women are not regarded as good enough, when in fact they are absolutely good enough. Now, I don't want to pretend that things haven't got better, because things have got better, but progress is too slow. The World Economic Forum in Davos estimates it's going to take 151 years before women get equal opportunities in the economy to men. I believe in what Cherie Blair is doing, and I believe in empowering women and children all over the world. So for me, donating to causes like the UN Women for Peace, European Women's Association, and Cherie Blair's foundation are very important to do as a female. We have to support each other and encourage each other, whether we're staying home or whether we're working. We have a place in society. Il en était question avec notre invitée hier, Elina Svitolina. Elle nous parlait des actions de sa fondation en faveur de l'Ukraine. Sandrine Nègre, Jean-Alexandre Dordet et Louis Borgia ont suivi pour vous ce gala caritatif. Il a eu lieu hier soir au Yacht Club au profit justement de sa fondation. Au cours de ce dîner de gala caritatif pour lever des fonds, des grands noms du tennis, Gaël Monfils, le compagnon d'Elina Svitolina, et Joe Wilfried Tsonga, mais pas seulement, du basket aussi, car Tony Parker était présent, ou encore de la chanson, comme en témoigne la présence de Matt Pokora. Gaël, c'est la famille quoi, pour moi, donc quand il m'a appelé, s'il me demande quelque chose, je vais venir. Et puis après, par rapport à sa femme, Elina, j'étais à leur mariage, donc j'ai pu
apprendre à la connaître et ce qu'a fait avec sa fondation, ça m'a touché. Et donc c'est pour ça que je suis là ce soir. Elina qui évidemment se bat pour une noble cause, pour aider les gens dans son pays, qui plus est dans une période aussi difficile que celle-ci pour les Ukrainiens. Donc voilà, on avait du temps dans l'emploi du temps pour pouvoir assister. Donc on l'avait marqué il y a déjà quelques mois quand même, on avait bloqué ce jour-là. Et donc voilà, on est ravis d'être là ce soir pour soutenir Elina et sa fondation. C'est vrai qu'on a la chance de bénéficier d'une belle lumière de par nos métiers et ce qu'on fait toute l'année. Donc voilà, c'est aussi important de s'en servir à bon escient et pour justement aider des nobles causes comme celle-ci. Soutenir les jeunes talents du tennis ukrainien. Voici l'objectif de la fondation Elina Svitolina depuis sa création en 2019. Mais depuis le début du conflit dans son pays natal, l'Ukraine, l'objectif a évolué. La fondation de la joueuse de tennis s'occupe des jeunes joueurs qui ont quitté l'Ukraine et qui résident temporairement dans différentes villes européennes. La fondation s'occupe ainsi de leur hébergement, de leur alimentation et de leur entraînement. Be Safe, Fight Aids Monaco et la Croix-Rouge monégasque joignent leurs forces pour lutter contre les agressions nocturnes et lancent ainsi la campagne Une soirée en toute sécurité. Elle sera déployée dans tous les établissements de nuit de la Principauté jusqu'au 2 janvier 2023 pour lutter notamment contre la drogue dite du violeur. En effet, des capuchons anti-intrusion pour protéger les verres, des dessous de verre ou encore des testeurs de boissons seront mis à disposition des clients à l'entrée des établissements de nuit. Ce dispositif transmet un message fort en cette période de fête. Sortez, amusez-vous, mais restez maître de votre soirée. Melissa Alves est la gagnante du 25e Monte Carlo Squash Classic. Elle a battu la jeune égyptienne Rana Ismail en 4 jeux. Elle est la deuxième française à inscrire son nom au palmarès de ce tournoi emblématique du circuit international. La première était Camille Serme en 2013. Un mot à présent sur une jolie exposition à retrouver à la Galerie des Pêcheurs. Elle s'intitule « Balade dans le sud du Tyrol et images de nos montagnes ». Elle est signée Jean-Pierre Bernardi et Patrick Van Claveren. Vous avez jusqu'au 2 janvier pour la découvrir. Les travaux nécessaires à la réalisation de l'opération Grand Ida se poursuivent et de nouvelles interventions entraînent ainsi la fermeture du tunnel dorsal entre les 2 ronds-points enterrés Auréglia et Canton. La prochaine phase débutera ce 5 décembre et durera jusqu'au 16 décembre prochain. Ces travaux sont réalisés exclusivement de nuit entre 21h et 6h du matin et en semaine pour préserver la sécurité routière. Un message à l'attention des membres de l'Amicale des aînés monégasques. Tous les adhérents munis de leur carte de membre à jour pour l'année 2022 peuvent retirer les friandises de Noël à leur siège social situé 1 avenue de la Quarantaine. Ça sera le mercredi 14 décembre de 14h30 à 17h. Allez, il est temps de consulter votre météo. Une amélioration est-elle prévue pour dimanche, Frédéric ? Malheureusement non, Julia, encore et toujours de la pluie avec des averses régulières toute la journée. Seul point positif, le vent soufflera beaucoup moins fort qu'hier. Les températures, elles, sont toujours fraîches avec 9 degrés prévus le matin et 11 l'après-midi. Dimanche 4 décembre, bonne fête à toutes les Barbaras. Et demain, si vous avez envie de rester tranquillement au chaud pour regarder la télévision, ne ratez surtout pas le nouveau numéro de 19h dimanche. Il mène une enquête sur le sel qui se révèle être un ennemi caché. Consommé en excès, il favorise l'hypertension, les risques d'infarctus et d'AVC. Plus d'explications aux côtés de Yann-Anthony Nogues à l'occasion de ce documentaire. Moi, je vous laisse sur des images de Michael Alési. Il s'est rendu au village du Téléthon au Grimaldi Forum. À demain pour votre best-of de la semaine. Belle soirée sur Monaco Info.